La glycogénose de type 1 est une maladie qui provoque de fortes baisses de sucre dans le sang. Elle touche environ 200 personnes en France. C'était le cas de Rémi, le fils de Sébastien Bay. Avec son association Genésique, il se bat pour aider les scientifiques à trouver un traitement. Grâce à tous ses efforts, Sébastien Bay a déjà pu donner plus de 300 000 € à un laboratoire lyonnais. Pour nous permettre d'en savoir plus, il a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Sébastien. Bonjour à vous tous, merci beaucoup. La glycogénose de type 1 est une maladie rare qu'on ne peut pas guérir pour le moment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement ? Bien sûr, avec plaisir. En fait, la glycogénose de type 1 est une maladie très rare. Chez les patients, les personnes qui en sont atteintes, eh bien, le corps n'arrive pas à utiliser le sucre qu'il garde en réserve après chaque repas. Ce sont nos réserves en énergie. Du coup, l'organisme en manque parfois, ce qui peut être très dangereux, emmener dans des situations qui sont complexes. Voilà un peu la définition. Donc, c'est un manque d'énergie qui permet de vivre pleinement à jeun tout au long d'une journée. Ça peut être très dangereux en fait parce que ce manque d'énergie se traduit par ce qu'on appelle la glycémie, le sucre qu'on trouve dans les bonbons. On va parler de celui-ci, mais il y en a dans de nombreux aliments. Cette glycémie, c'est une des constantes importantes à notre vie, à notre survie. Et ces personnes-là, eh bien, lorsqu'on est à jeun, et ici on est autour de cette belle interview, de ce joli travail que vous avez préparé, et je suis très touché de cette situation, eh bien, on n'est pas tout le temps en train de s'alimenter. On a donc des réserves, et ces réserves, notre corps est capable de les restituer, d'aller puiser dedans pour nous permettre de réguler la glycémie. Les personnes qui ont cette glycogénose de type 1, type 1A, il n'y a pas que le type 1A, mais enfin on va rester sur ce type-là, elles ont dans leur corps ces réserves, mais elles ne peuvent pas les retransformer. Ils n'ont pas le mécanisme qui leur permet de retransformer cette énergie en sucre et remonter la glycémie. Ce qui fait qu'elle n'a de cesse de s'écrouler, et ce qui devient dangereux parce qu'on s'oriente vers des situations de convulsions, de coma, et malheureusement ça peut même aller jusqu'au décès. Quand votre fils avait environ 5 mois, vous avez appris qu'il était atteint de cette maladie. Comment avez-vous réagi ? Alors lorsqu'on apprend qu'un de ses enfants est malade, on a déjà eu très peur. C'est une situation évidemment inattendue, c'est une forme de choc. On est embarqué dans une aventure que l'on découvre. Notre réaction a été de se dire, déjà il faut qu'on comprenne ce que c'est que cette maladie, en l'occurrence la glycogénose de type 1, et ce afin de pouvoir le prendre en charge et l'aider du mieux que l'on peut, le mieux possible. Cette maladie vous obligeait à surveiller Rémi en permanence et même à utiliser une sonde la nuit. À quoi ressemblait votre quotidien avec Rémi ? Comme je l'ai expliqué précédemment, ce sont donc des personnes, pour résumer, qui ne peuvent pas rester à jeun. À jeun, ça veut dire rester sans manger. On peut rester relativement longtemps sans manger, pas très longtemps sans boire, lorsque justement on va aller puiser dans ses réserves d'énergie. Rémi, il était comme vous tous. Il était heureux de vivre, il allait à l'école, il était heureux d'apprendre, de partager des choses avec ses camarades de classe, avec évidemment sa famille, etc. Donc il embrassait une vie tout à fait normale. Alors il y avait deux phases, on va dire la phase pendant la journée et la phase de nuit, pendant son sommeil. Alors la journée, le schéma le plus classique, c'est le petit déjeuner, le repas qu'on prend à midi, et puis soit on fait un petit goûter, ou on patiente jusqu'au soir. En général, quand on devient adulte, on en prend un petit peu moins, mais pour Rémi, c'était multiplié, on va dire, par 3. Il prenait 3 fois plus de repas que vous n'en prenez vous. Puis, ce ne sont pas exactement les mêmes repas. Il y avait des petites collations. Il fallait surtout privilégier les sucres, ce qu'on appelle les sucres lents, type pâtes, semoule, riz, pommes de terre, puisque ce sont des sucres qui ne passent pas par la phase de stockage, de réserve, puisqu'ils n'étaient pas en capacité de les réutiliser quand il en avait besoin. Et la nuit, il avait besoin d'une petite sonde qui passait par l'une de ses narines pour rejoindre de l'estomac, ce qu'on appelle une alimentation artificielle, entérale. Enfin, on va pas rentrer sur des termes trop compliqués, mais ça permettait de doucement lui apporter tout au long de son sommeil toute l'énergie, en tout cas maintenir sa glycémie, des apports nutritionnels qu'il ne pouvait pas trouver dans les aliments de la journée, pour passer une nuit sans être obligé de se réveiller toutes les 2 heures pour s'alimenter. Vous nous avez dit que ça passait par son nez, mais est-ce que c'était vous qui y mettiez Rémi ou quelqu'un qui venait pour y mettre ?
Le diagnostic de la pathologie est tombé lorsque Rémi avait 5 mois. Donc il était tout bébé et il a été pris en charge par un hôpital spécialisé dans cette pathologie. Alors les maladies génétiques rares, elles sont pas connues de tous les hôpitaux. On a été transféré sur un hôpital à Lyon qui connaissait cette pathologie et qui avait l'habitude d'accompagner l'enfant, de le prendre en charge et d'aider l'entourage, en l'occurrence nous, ses parents. Pendant cette phase où à la fois eux confirment le diagnostic, oui on est bien sur une glycogénose, oui c'est bien le type 1, est-ce que c'est le type 1A ou le type 1B, enfin voilà, il y a différentes phases médicales qui sont nécessaires à élucider. C'est un diagnostic qui doit être affiné et en même temps, parallèlement, on nous éduquait à placer la sonde nasogastrique à Rémi, qui à l'époque, au moment de la découverte, avait 5 mois. Et puis, évidemment, tant qu'il est resté en bas âge, on lui a placé quotidiennement la sonde nasogastrique. Ça s'appelle sonde nasogastrique parce que ça va de la narine jusqu'à l'estomac. Le gastrique, c'est l'univers de l'estomac. Et en grandissant, il parvenait lui-même à se placer la sonde. Il avait besoin d'un petit coup de main parce qu'il y a tout un chemin. Évidemment, une des angoisses, des peurs qu'on peut avoir, c'est que cette sonde ne ressorte involontairement de l'estomac et ce qui devait être apporté par la sonde, il y a une pompe qui pousse un aliment, mais tombe à côté du patient concerné, on va rester sur Rémi, ça pourrait engendrer des problèmes complexes. Donc bébé, on va dire, et jeune enfant, il a besoin d'être beaucoup accompagné, et puis les dernières années, il se débrouillait tout seul. Il savait placer la sonde, utiliser ce qu'on appelle une pompe de nutrition, il savait se prendre en charge très très bien. Rémi devait faire très attention à son alimentation. En quoi sa vie pouvait être différente de celle des autres enfants ? Effectivement, il devait faire très très attention à justement cette valeur de glycémie. Alors à aujourd'hui, c'était pas tout à fait le cas quand Rémi est né en 2003. C'est ce qu'on appelle des lecteurs de glycémie. Pour connaître notre taux de glycémie que l'on a dans le corps, on utilisait un lecteur de glycémie. C'est un dextro. On fait une petite piqûre au bout du doigt, c'est une petite gouttelette de sang et c'est ces bandelettes sur lesquelles on vient collecter cette petite gouttelette de sang. On l'insère dans un appareil qui est capable de nous indiquer quelle est la valeur de sa glycémie. À aujourd'hui, ces capteurs ont évolué, ils peuvent être mis en sous-cutané, c'est-à-dire sur la peau. Ils sont reliés maintenant à des applications et on peut connaître, grâce à son téléphone, le taux de glycémie du patient lui-même, s'il est plus grand, etc., ou les personnes qui l'entourent, qui l'encadrent, souvent les parents, mais les proches. Ça, c'est un paramètre important, cette valeur de la glycémie. La différence avec les autres enfants, c'est-à-dire que comme lui, c'est ce qu'il mangeait qui lui permettait d'avoir un peu d'autonomie, on va dire, de rester à jeun. Il avait un peu plus de difficultés, par exemple, à faire du sport à l'école. Courir longtemps, c'était pas très évident, puisqu'on va à un moment ou à un autre besoin d'aller puiser dans ses réserves justement pour conserver du peps. Donc ça, c'est des choses avec lesquelles il y avait des petites différences avec ses camarades de classe, par exemple, ou ses copains dans la vie, ou dans la vie de manière générale. Hormis ce regard attentif qu'il fallait conserver sur ses possibles hypoglycémies, le reste se passait super bien. Vous nous avez dit qu'on a besoin de puiser dans nos réserves de sucre quand on court longtemps. Est-ce que son professeur a Rémi autorisé à prendre une collation qui l'aidait à avoir plus de sucre ? Ce qu'il fallait, c'était surtout ne pas se retrouver dans des situations difficiles en termes de glycémie, qu'elles soient pas trop basses, qu'on n'aille pas sur des problèmes de convulsions. On peut tomber un peu dans les pommes dans un premier temps. On devient tout blanc, on transpire, on n'est pas bien. Puis après, ça continue de s'aggraver un peu. Alors, il existe effectivement une possibilité de prendre un produit spécifique dédié à cette pathologie qui leur permettait d'avoir un regain d'énergie, de pouvoir couper court à cet épisode et bien sûr suivre l'activité qui était en cours. Vous avez promis à votre fils qu'un jour les scientifiques trouveraient un traitement. Qu'est-ce qui vous a donné cet espoir de guérison ? Je ne sais pas si certains ont un peu observé ce qui s'est passé très récemment. Il y avait le week-end du Téléthon, où là on parle de maladies génétiques, des avancées aujourd'hui. C'est vraiment à saluer. On recense à aujourd'hui environ 7000 maladies rares. On ne va pas rentrer dans des chiffres trop compliqués, mais il y en a très peu, 5%, parce qu'il y a 80% de ces maladies qui sont d'origine génétique. Et dans ces 80% de maladies restantes, 5% bénéficient d'un projet de recherche. Donc il y en a assez peu. Et il s'avère qu'en 2007, donc Rémi a 4 ans, j'apprends qu'un laboratoire de recherche qui s'appelle l'INSERM Lyon U1213, il s'intéresse donc à comprendre, avant de pouvoir guérir, il faut pouvoir comprendre une pathologie, c'est extrêmement important. Donc de comprendre la glycogénose de type 1. Et leur stratégie va être de la comparer à une autre maladie qui s'appelle le diabète. Et en 2007, la comparaison était faite avec le diabète de type 2. Et donc,
que ça va susciter un immense espoir. C'est-à-dire qu'on a une chance extraordinaire. Dans ces trop nombreuses maladies génétiques, il n'y en a pas beaucoup qui bénéficient d'un projet de recherche médicale. Il s'avère que pour la glycogénose de type 1, il y en a un. Donc ça va être une visite de ce laboratoire, une rencontre avec les scientifiques, et on va dialoguer, échanger. Ils vont nous expliquer leur projet, leur vision des thérapies innovantes, enfin des traitements innovants tels que la thérapie génique, l'ARN messager. Vous avez peut-être entendu parler lors de la pandémie, de la Covid. On entrevoyait vraiment un espoir de solution, de guérison. C'est pour ça que la promesse est toujours délicat, parce que c'est pas moi qui allais pouvoir guérir Rémi. Ça passe par le résultat des travaux de recherche de ce laboratoire lyonnais en l'occurrence. Mais en tout cas, il existe. C'est pour ça que ça nous a donné vraiment beaucoup d'espoir. Rémi est décédé une nuit, il avait 15 ans. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il s'est passé ? Depuis tout bébé, depuis qu'il affrontait cette glycogénose de type 1, on a parlé de la sonde nasogastrique. Donc c'est un appareil, une façon de s'alimenter qui est nécessaire pour la prise en charge de la pathologie. En fonction des pathologies, il y a différentes façons de les prendre en charge pour que justement le patient se sente le mieux possible. Et l'alimentation entérale, enfin la sonde nasogastrique, en fait partie de cette petite sonde. Et la nuit du 17 au 18 janvier 2018, ça s'est pas très bien passé justement au niveau de ce que devait apporter la sonde directement dans l'estomac de Rémi. Et bien petit à petit, il a manqué d'énergie. Sa glycémie est devenue critique et malheureusement, ça l'a emporté. Il est décédé de ça, on va dire une défaillance de cet apport en énergie qui s'est pas bien passé cette nuit-là. Le décès de votre fils a été un drame terrible. Pourquoi avoir décidé de tout quitter pour vous consacrer à votre association Kinésique ? Perdre un enfant, c'est quelque chose de terrible. C'est pas dans l'ordre des choses, on va dire. Vous savez combien vos parents vous aiment. Ce sont des situations effectivement particulières, dramatiques. Et après, j'ai essayé de donner, on va dire, une forme de sens à cette situation. Tout quitter, c'est peut-être pas complètement le terme. Il y a eu une nécessité de réorganiser ma vie, de telle sorte à ce que je puisse bien sûr continuer à travailler et puis m'impliquer davantage dans cette association pour que cette recherche ne s'arrête pas et qu'un pareil drame n'arrive pas à un autre enfant. Depuis 2007, l'association Kinésique aide les chercheurs. Quelles actions organisez-vous pour récolter de l'argent ? Effectivement, il y a eu une somme reversée au cumul de ces années d'existence de l'association Génésique à l'endroit de ce laboratoire qui se situe dans la ville de Lyon. Déjà, ça finance des postes de chercheurs. Ça leur permet d'aller plus vite dans la mise au point de traitement. Et puis, ce qu'on fait pour soulever ces fonds, trouver l'argent nécessaire à aider ces scientifiques, ce sont des actions qui peuvent être, par exemple, un loto. Puis, Génésique, on entend génétique et musique. En fait, on a voulu rapprocher ces deux sonorités. Donc, on organise des concerts caritatifs et des festivals de musique. On en parle, comme ici à la radio, pour sensibiliser un maximum. Et puis l'association est d'intérêt général, donc elle est en capacité de recevoir des dons. Voilà, c'est tout un ensemble de choses que l'on actionne pour lever les fonds nécessaires et reverser cet argent en direction de la recherche médicale. Vous avez déjà réussi à donner plus de 300 000 € à un laboratoire de Lyon. À quoi a servi cet argent ? J'ai un peu répondu juste avant, mais cet argent permet de financer intégralement des postes de chercheurs qui s'affairent à comprendre la glycogénose et à y trouver des solutions. Donc cet argent, il sert à faire avancer la recherche, les connaissances scientifiques, ce qu'on appelle des publications, des essais de traitement, des approches thérapeutiques, afin de faire reculer la maladie, on va dire à faire avancer la recherche, par conséquence, faire reculer la pathologie. Ça sert à ça. Aujourd'hui, vous participez à des interviews pour parler de la glycogénose. Pourquoi c'est important pour vous ? C'est important parce que je pense que si mon fils Rémi n'avait pas été atteint par la glycogénose de type 1, n'avait pas connu cette situation, je pense que je n'aurais très certainement jamais entendu parler de cette pathologie. Je suis moi-même incapable de vous lister toutes les maladies génétiques qui existent. Donc c'est important d'en parler parce qu'on ne sait pas. Parfois des familles peuvent s'interroger, tiens, on a un nourrisson, il y a des comportements un peu particuliers, qu'est-ce qui peut se passer ? Parce que nous on a connu ça, que ce soit le médecin généraliste, les pédiatres, etc. Le corps médical, ça n'a duré que 5 mois avant d'avoir le diagnostic, mais pendant ces 5 mois, on s'est vraiment posé beaucoup de questions. Alors il est important d'en parler, ça permet de sensibiliser, d'informer, peut-être aider des familles, peut-être aiguiller plus rapidement pour une prise en charge, de telle sorte à ce que le devenir de cet enfant se passe le mieux possible. C'est important de faire connaître ce laboratoire, de savoir que si on avance sur la maladie génétique rare, on avance sur le diabète, qui concerne plus de 10% de la population qui vont rencontrer
accélérer la vie de ce diabète, il faut savoir que dans ce laboratoire à Lyon, lorsqu'on avance sur la glycogénose de type 1, on avance sur le diabète et inversement. C'est moi qui en parle ce matin, mais les scientifiques qui pilotent cette unité le revendiquent également. C'est eux évidemment qui confirment tous ces propos. C'est toujours important de parler de tout cela. Quelles sont les prochaines manifestations organisées par Génésique ? Alors on va rester sur des festivals de musique. J'ai parlé de l'auto. On va avoir un gros événement en début d'année prochaine. Dans ces fameux lots, il y en aura même un où il y aura une voiture à gagner. Ça va se passer à Chalon-sur-Saône, au parc des expositions. Je ne sais pas si vous connaissez Kenji Girac, ce chanteur. On est pour parler d'un gros projet avec cet artiste pour lever des fonds. Et puis bien sûr, toujours faire appel aussi à la générosité au travers des dons, d'en parler, d'être présent à chaque fois qu'on en a l'opportunité, etc., de telle sorte à se rapprocher, espérons-le, la solution finale, la guérison pour cette pathologie et de faire également des avancées pour les personnes concernées par le diabète. Voilà, donc c'est le fil conducteur de l'association qui n'a pas beaucoup bougé finalement, c'est mener des actions. On les adapte en fonction de l'importance de ce qui se passe, des difficultés comme la Covid. C'était pas évident de faire des choses en présentiel lorsque tout était confiné. Il est important de se mobiliser, de se réinventer pour faire bouger un petit peu les choses à notre manière. Est-ce que vous pensez qu'un jour les chercheurs arriveront à guérir cette maladie ? J'y crois beaucoup. La recherche médicale est essentielle. On l'a prouvé au travers de ces dernières années et ça continue. On avance, et on peut parler du cancer, de différentes choses. C'est grâce à tous ces scientifiques qui se mobilisent, qui consacrent leur vie à essayer de comprendre des pathologies, des maladies et d'y apporter des solutions. Donc je reste assez convaincu qu'un jour il y aura la solution et c'est important de les aider le plus possible. En réalité, l'argent, la façon dont ils sont soutenus est un des paramètres qui leur permet d'aller plus vite et plus loin dans la mise au point de traitement et de se rapprocher le plus rapidement possible du chevet des malades. Donc de leur apporter le médicament qui va leur permettre d'être guéris d'une pathologie, d'une maladie. Donc évidemment, je suis confiant. Merci à Sébastien Bay de l'association Génésique d'être venu répondre à nos questions. Cette émission était réalisée par les élèves de 6e du collège Condorcet de la chapelle de Guinchay en atelier scolaire avec Radio Aléo. Vous pouvez retrouver toutes les émissions de notre classe sur le site internet radioaléo.fr.